Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial. Il s'agit de Monsieur Ibrahima Socé Fall, médecin colonel épidémiologiste. Il est là aujourd'hui pour nous parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de sa carrière au niveau de cette organisation, mais également du travail abattu par, bien sûr, Socé Fall et toute l'équipe avec laquelle il travaille au sein de l'OMS dans le cadre de la santé des populations dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Il est directeur programme mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées. Il a été sous-directeur général pour les urgences. Il a été également directeur régional de l'OMS pour la sécurité sanitaire et les situations d'urgence pour l'Afrique, représentant résident OMS au Mali. Il a lutté contre le paludisme parce qu'il a été conseiller régional de l'OMS pour l'Afrique en charge de la planification stratégique pour la lutte contre le paludisme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue. Merci vraiment d'être là aujourd'hui dans cette émission Parlons Santé pour nous parler de ce travail que vous faites au niveau de l'OMS. Mais bien sûr, nous y reviendrons de cette carrière et de cette candidature plutôt au niveau de poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Alors, vous êtes un pur produit, j'aime bien le dire, un pur produit de l'école sénégalaise. Vous avez fait le lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, vous avez fait l'école militaire, bien sûr, avant d'avoir une carrière au niveau de l'AMS. Vous avez fait bien sûr d'autres pays, mais bien après. Mais vraiment une carrière au niveau du Sénégal déjà, avant d'aller à l'étranger. Que pouvez-vous nous dire justement de ce choix de l'OMS? Parce que rien ne présageait au tout début que vous puissiez finir à l'OMS. Merci beaucoup, Ramata. Mon premier contact avec l'OMS, c'était en 1996. J'étais jeune médecin à Podor et j'ai participé à un cours international de lutte contre le paludisme qui avait duré 3 mois. À l'issue de ce cours, j'avais eu les meilleurs résultats parmi tous les participants et l'OMS a commencé à me suivre et à me demander d'aller en mission dans certains pays pour les aider à organiser la lutte contre le paludisme. Je l'ai fait pendant plusieurs années. À un moment donné, avec le lancement de l'initiative Rollback Malaria, l'OMS avait besoin d'experts pour aider les pays à accélérer la lutte contre le paludisme. Et je me disais que j'allais partir juste pour une année et revenir parce que, entre-temps, j'étais déjà assistant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'étais aussi à la direction du service de santé des armées. Et quand j'ai commencé à faire ce travail comme coordonnateur des équipes interpays pour la lutte contre le paludisme en Afrique, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à faire dans les autres pays. Et dans la plupart des pays d'Afrique australe, d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale, c'est des Européens, des Américains qui étaient en charge de la lutte contre le paludisme. Et je me suis engagé à former plus d'Africains, plus de jeunes Africains pour réorienter la lutte contre le paludisme et baser la lutte contre le paludisme sur la science et une planification adéquate. Cela m'a pris plusieurs années, donc je ne suis pas revenu après la première année, j'ai prolongé d'une année et finalement, j'étais en charge de tellement de projets importants que je me suis dit que servir l'Afrique, c'est aussi servir le Sénégal et je vais continuer à aider tous les pays africains. Oui, effectivement, dans le cadre de cette lutte, vous avez été conseiller régional OMS pour l'Afrique en charge de la planification stratégique pour la lutte contre le paludisme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces combats contre ce paludisme se sont soldés par des victoires? On peut le dire, d'autant plus qu'on sait que dans certaines parties du monde, surtout en Afrique, que le paludisme est presque inexistant. Et aujourd'hui, on parle même de vaccins contre le paludisme. Il y a eu beaucoup de victoires dans la lutte contre le paludisme. Et si vous vous rappelez, en 2000 déjà, des objectifs ont été fixés pour 2010 dans le cadre de l'initiative mondiale Rollback Malaria, faire reculer le paludisme. Il s'agissait de réduire de moitié le fardeau du paludisme en Afrique. Et donc, avec cet engagement, je suis resté jusqu'en 2010 à faire la lutte contre le paludisme, organiser l'évaluation en Afrique, où nous avons, à l'époque, nous avions réduit l'incidence du paludisme de 60% et la mortalité de 40%. Donc, c'était des résultats extrêmement importants. Mais un autre aspect important, c'est surtout la formation et les capacités que nous avons développées dans beaucoup de pays pour que les gens changent réellement la façon de lutter contre le paludisme. Parce que pendant longtemps, les financements étaient limités et les pays se contentaient d'organiser, à dépenser ces faibles financements. Donc il fallait changer l'approche de lutte contre le paludisme pour utiliser beaucoup plus de sciences, ce que j'ai appelé à l'époque Evidence-Based Strategic Planning, pour connaître les vraies données du paludisme au niveau des populations, ne pas se contenter de ce qui est rapporté dans les formations sanitaires et organiser des actions au niveau le plus périphérique possible, avec les communautés, avec la science requise pour
changer la donne pour la lutte contre le paludisme. Et comme vous le dites aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont des régions qui sont en phase de pré-élimination du paludisme. Récemment, le Cap-Vert a été certifié donc, pour l'élimination du paludisme. Et nous avons aujourd'hui besoin d'accélérer l'élimination du paludisme dans plus de pays, mais de façon intégrée avec d'autres maladies tropicales qui peuvent être aussi éliminées en Afrique. Tout à fait. Vous avez également mené beaucoup d'actions dans le cadre de la vaccination. Vous vous êtes beaucoup déplacé, vous avez fait beaucoup de missions. Où en est-on aujourd'hui avec cette vaccination sur le continent? Merci beaucoup. J'ai commencé à travailler dans la vaccination dans le cadre de la lutte contre les épidémies, mais aussi dans le cadre du programme élargi de vaccination au Sénégal, parce que j'ai été responsable des grandes endémies dans la région de Saint-Louis à l'époque, qui couvrait le Saint-Louis à Matam. Et c'était une région aussi qui était exposée à beaucoup d'épidémies à l'époque, donc la méningite, la rougeole. Et je me rappelle déjà qu'en 1996, c'était ma plus grande, grosse intervention de lutte contre la méningite dans un contexte où les vaccins étaient limités au niveau mondial. Il y a eu plus de 30 000 décès dans le Sahel. Au Sénégal, avec une petite équipe, nous avions réussi à freiner l'avancée de la méningite en proposant des stratégies innovantes en ceinture pour protéger de Bakel à Tambacounda avec des doses de vaccins limitées. Et aujourd'hui, donc, en Afrique, bien entendu, 80% des épidémies sont liées à des maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Nous avons vu de grosses épidémies récemment avec la fièvre jaune, notamment l'épidémie de l'Angola et de la République démocratique du Congo, mais nous continuons à avoir des épidémies qui sont liées donc, à des virus tels que des virus qu'on peut prévenir. Nous avons aujourd'hui des épidémies de rougeole, des épidémies de diphtérie, même de choléra dans une vingtaine de pays en Afrique. Et le programme élargi de vaccination a connu du recul pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, nous avons plus de 8 millions d'enfants en Afrique qui n'ont jamais reçu une seule dose de vaccin. Donc, c'est des personnes qui sont à risque et il est important donc, de rattraper ce retard et de prévenir ces décès qui peuvent être évités par la vaccination. Est-ce que toutes ces missions, toutes ces campagnes de vaccination ont eu un impact aujourd'hui sur les populations, surtout en Afrique? L'impact a été énorme. Quand vous regardez les données sur la mortalité infanto-juvénile, les enfants de moins de 5 ans en Afrique, entre 2000 et aujourd'hui, nous avons eu une réduction de 50% de la mortalité. Et c'est principalement dû à la prévention des maladies évitables par la vaccination, mais ici aussi pour la lutte contre le paludisme. Quand vous regardez la rougeole, qui est un traceur important, le nombre d'enfants qui décèdent à cause de la rougeole a drastiquement diminué. Et nous devons continuer à nous assurer que les enfants sont bien protégés, les enfants sont bien éduqués, bien entendu, parce que sans la santé, ils ne peuvent pas avoir une éducation donc correcte. Et c'est ça l'avenir de l'Afrique, nous assurer que les enfants grandissent en bonne santé. On parle de vaccination. Comme je l'ai dit tantôt, l'OMS a beaucoup soutenu la vaccination contre le paludisme. Est-ce qu'on en est par rapport à ce vaccin? Il y a eu des progrès importants dans la vaccination contre le paludisme avec 2 vaccins qui ont été homologués. Mais il est important aussi de savoir que la vaccination ne se fait pas donc, de façon isolée. La vaccination doit être intégrée dans des stratégies de prévention et de prise en charge donc, beaucoup plus complètes qui permettent d'assurer un maximum d'impact. Même pour les autres maladies aussi, il est important de ne pas juste présenter la vaccination comme l'outil miracle. Les populations ont beaucoup d'autres besoins, il y a beaucoup de déterminants dans la santé. Donc il est extrêmement important qu'on ait une approche beaucoup plus globale pour pouvoir prévenir ces maladies. Et même avec des interventions très simples telles que l'accès à l'eau potable, l'hygiène, on peut réduire drastiquement donc, la prévalence de beaucoup de maladies. Combien d'années que vous êtes au sein de l'OMS? On a l'impression que vous avez passé pratiquement toute votre carrière au niveau de cette grande organisation. Donc, au départ, je faisais des missions limitées pour l'OMS dans la lutte contre le paludisme parce que je n'ai jamais voulu quitter le Sénégal. Donc, même quand les missions étaient de plus de 2 semaines, je déclinais parce que je préférais faire des missions successives. Et bien, à un moment donné, pour être plus efficace, la meilleure chose, comme je l'ai dit, c'était vraiment de prendre le poste qu'on m'a proposé et de travailler pour tous les pays en Afrique. Donc, ça fait maintenant pratiquement une vingtaine d'années que je suis à l'OMS, entre la lutte contre le paludisme, donc les urgences sanitaires, et surtout avec l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, ensuite les autres épidémies d'Ebola au Congo et autres. Et
je suis revenu au bureau régional justement en pleine épidémie d'Ebola en 2014-2015, quand la région avait besoin de plus d'expertise pour contrôler l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que j'ai passé encore 4 ans dans la lutte contre les épidémies en Afrique avant d'aller à Genève pour aussi continuer à m'occuper des urgences sanitaires au niveau mondial. Pas seulement les épidémies, mais aussi toutes les crises humanitaires. Donc, quand vous voyez des crises en Palestine, la crise des Rohingyas et autres, c'était mes équipes qui étaient dans toutes ces crises, l'Ukraine aussi. Alors, votre travail ou vos missions au sein de l'OMS vous ont-elles permis réellement de vivre pleinement votre choix premier, celui d'être médecin, et de pouvoir justement aider les populations comme il se doit? Effectivement, depuis l'école primaire, mon option c'était d'être médecin. Et c'était clair dans ma tête. Et je me rappelle encore en terminale, quand il fallait remplir les fiches d'orientation, et avec les 3 choix, j'ai mis médecine, 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 pour être sûr qu'on ne peut pas m'emmener Ailleurs. ailleurs. Et en même temps, j'ai passé le concours de l'école militaire de santé, donc il n'y avait pas d'autre option pour moi que la médecine. Et je suis passionné de médecine, parce que pour moi, c'est histoire de protéger la vie, histoire de sauver des vies. Et avec mon premier contact avec l'OMS, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'étais déjà assistant à l'université, mais j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et c'est ce qui m'a motivé à rejoindre l'OMS. Parce que j'ai rencontré des personnes de très haute qualité qui avaient passé leur temps à faire de la recherche, à faire des interventions sur le terrain pour sauver des vies. Et en étant au niveau de l'OMS, c'était à une autre échelle où je pouvais changer des politiques et des stratégies, développer de nouveaux outils pour tout un continent. Et beaucoup d'outils que je développais en Afrique avec mon équipe sont aujourd'hui les outils de référence au niveau mondial, que ce soit pour la lutte contre le paludisme ou pour la lutte contre les épidémies. Et ça montre vraiment l'impact qu'on peut avoir quand on a de bonnes équipes et quand on a des personnes motivées et engagées. Donc, je suis particulièrement fier d'avoir pu faire ce travail. Alors, toutes ces années au sein de l'OMS, aujourd'hui, vous êtes candidat au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Un nouveau challenge ou juste une continuité dans votre parcours? C'est un nouveau challenge. Parce que depuis que je suis à l'OMS, je suis déjà à mon 6e poste. D'habitude, je me fixe un défi que je considère comme une mission. C'est une suite de missions. Je ne considère même pas mon parcours comme une carrière. C'est juste une suite de missions. Quand je vois des défis importants, je m'engage. Et je me rappelle à un moment donné que j'avais le choix entre être directeur régional des urgences ou directeur de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. J'ai réfléchi quelques minutes, je me suis dit, paludisme, tuberculose, sida, je peux même dormir et faire ce travail. Mais les urgences en Afrique, il y a tout à construire. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans la réforme des urgences en Afrique, qui a permis de préparer les pays aux crises futures. Et c'est pour ça que nos pays ont pu répondre de façon adéquate à la pandémie de Covid. Donc ce choix de revenir en Afrique, pour moi, c'est un autre défi. Parce qu'aujourd'hui, et comme nous le disons tous, c'est le siècle de l'Afrique. Mais pour que ce soit le siècle de l'Afrique, ce n'est pas seulement sur le plan économique et politique. La santé doit jouer son rôle. Et nous avons formé tellement de gens en Afrique. Nous avons des gens bien formés, du personnel de santé qualifié, depuis les médecins jusqu'aux sages-femmes et infirmiers. Et l'Afrique doit se repositionner dans la santé mondiale. Et les plus grands fardeaux de santé publique aujourd'hui pèsent énormément sur l'Afrique. Malgré les progrès réalisés, nous avons un agenda à achever. 95% des décès liés au paludisme sont encore en Afrique. Donc 72% de la mortalité maternelle, c'est en Afrique. 50% de la mortalité infantile-juvénile, c'est en Afrique. Alors qu'on ne représente que 14% de la population mondiale. Et ce défi-là de créer un environnement où le leadership de l'Afrique va s'imposer au niveau mondial, où l'Afrique devient le centre de décision pour la santé mondiale, c'est ça qui me motive pour revenir en Afrique. Parce que je sais que nous avons des gens très bien formés. En créant un cadre de leadership idéal, l'Afrique peut s'exprimer et s'imposer au niveau mondial. Ce que vous dites est très ambitieux et très important aujourd'hui pour le continent, surtout pour les populations. Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui au niveau de l'OMS pour arriver à réussir ce défi, vraiment que l'Afrique, les Africains puissent avoir les soins de santé qu'il faut au moment qu'il faut, où qu'ils soient? Est-ce qu'il faudrait plus d'implication de nos politiques? La santé est un choix politique, je veux dire directement. Parce que sans engagement politique, on ne peut pas avoir des résultats durables en santé. Il est important que l'Afrique se repositionne. Le partenariat mondial est important, mais
le plus important, c'est l'engagement politique. Et cet engagement politique doit se matérialiser par des investissements clairs, des investissements conséquents, une bonne gouvernance au niveau de la santé, que les populations puissent bénéficier des soins de qualité et partout où elles se trouvent. Et c'est pour ça que je parle de la santé pour tous et par tous, mais aussi partout. Et nous devons nous assurer que les soins donc, de qualité sont disponibles dans nos pays et éviter que les gens qui ont les moyens puissent aller à l'extérieur pour avoir des soins de qualité et que ceux qui restent au pays ne puissent pas l'avoir. Ça, c'est un engagement fort pour moi. Et c'est avec l'engagement de nos autorités politiques en Afrique qu'on peut arriver à cela. Et c'est possible parce que les experts africains ont été formés dans toutes les universités du monde et ont la chance donc, de travailler dans un environnement où ils voient beaucoup plus de patients que les experts dans les pays développés. Donc avec cet engagement politique, on peut créer un cadre de leadership dans les pays, mais aussi au niveau régional pour que la santé s'améliore en Afrique. Voilà, M. Socéphale, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions et votre vision par rapport à cette santé sur le continent? Le chemin parcouru est long. Vous avez abattu un travail colossal depuis toutes ces années que vous êtes au sein de l'OMS, mais il reste encore néanmoins des batailles. On sent qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau des politiques, au niveau de l'OMS, mais il reste encore le chantier il y a encore du travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour arriver à ces soins de santé de qualité pour toutes les populations, surtout en Afrique? De façon résumée, je vais insister sur quelques axes stratégiques prioritaires. Je disais tout à l'heure que la santé est un choix politique. Donc la première priorité pour moi, c'est d'avoir la santé dans toutes les politiques. Cela veut dire quoi? La santé dans toutes les politiques parce que les déterminants de la santé sont en dehors du secteur de la santé. C'est des problèmes d'environnement, des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes du système de santé aussi, quand on parle de la santé. Mais pour donc avoir, et on a beaucoup d'initiatives en dehors de la santé qui ont un impact négatif sur la santé. Aujourd'hui, on doit pouvoir travailler avec l'éducation, l'agriculture, l'environnement, le secteur de l'élevage pour avoir l'approche One Health. Donc dans toutes les politiques des autres secteurs, que la santé soit reflétée. Quand vous regardez le secteur aussi de l'industrie ou le secteur minier et autres, il y a des implications dans la santé. Et avoir la santé dans toutes ces politiques permet aussi de capitaliser les financements nationaux, les financements domestiques, au lieu d'attendre que ces financements viennent de l'extérieur. Ça, c'est extrêmement important. Et développer des politiques nationales de santé qui sont cohérentes, qui tiennent compte de la santé dans toutes les politiques. Cela permettra d'avoir ce financement conséquent et renforcer le système de santé qui doit fournir ces soins de qualité. La deuxième priorité pour moi, c'est tout ce qui est préparation, prévention et réponse aux situations d'urgence. Parce que comme vous le savez, quand il y a des situations d'urgence, les progrès économiques peuvent reculer drastiquement. Nous l'avons vu durant la pandémie, nous l'avons vu aussi pendant l'épidémie d'Ebola. Et nous assurer que les pays ont les capacités pour faire de la surveillance, mais aussi détecter très rapidement donc, tous les risques et pouvoir les prévenir et au cas où les épidémies arrivent, pouvoir les maîtriser très rapidement. Et la troisième priorité, c'est tout ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile. J'ai parlé tantôt des chiffres. Il est important d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, mais aussi l'élimination des maladies tropicales négligées et d'autres maladies que nous pouvons éliminer, telles que la transmission mère-enfant, du VIH, etc. Et une autre priorité, c'est tout ce qui est maladies non transmissibles, donc les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle et toutes les maladies cardiovasculaires. Parce que nous ne pouvons pas faire des efforts juste sur les maladies transmissibles et oublier les maladies non transmissibles. Parce que d'ici 2045, le nombre de diabétiques en Afrique va doubler. Déjà, le fardeau est important. Parce que 40% de la mortalité liée aux maladies non transmissibles dans le monde, c'est en Afrique. Et d'ici 2030, 50% se passeront en Afrique. Donc nous assurer que nous avons des programmes de promotion de la santé qui permettent de prévenir ces maladies, mais aussi de les prendre en charge, extrêmement important. Et il nous faut dans ce cadre avoir une approche basée sur la personne. On ne peut pas se dire qu'on s'occupe aujourd'hui des maladies non transmissibles et attendre demain pour s'occuper des maladies transmissibles et vice-versa. Il est important donc d'avoir un système de santé qui prenne en compte la personne dans sa globalité afin d'éviter ce qui s'est passé durant la pandémie où des personnes qui souffrent de maladies non transmissibles ont été donc beaucoup plus vulnérables et ont été victimes de beaucoup de cas de décès. Et un autre aspect important donc, en termes de priorité, c'est tout ce qui concerne l'intelligence et l'information sanitaire. C'est un gap important en Afrique.
Aujourd'hui, il n'y a que 44% des naissances qui sont enregistrées en Afrique. Cela veut dire qu'on a même un problème de dénominateur quand nous planifions en santé. Et 12% des décès seulement sont enregistrés. Donc un effort est important à faire dans ce domaine en utilisant les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui pour nous permettre d'avoir non seulement un système de surveillance efficace, mais de pouvoir anticiper sur les risques, donc, y compris les risques liés au changement climatique et autres. Donc voilà quelques priorités donc, très rapidement, mais qui demandent beaucoup de travail à la base sur des éléments déterminants de soutien. Alors, on va juste revenir avant de terminer cette émission sur cette candidature au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Pouvez-vous nous revenir un peu sur cette candidature? Quel peut être aujourd'hui l'enjeu pour vous et également pour les autres candidats? Je pense que l'enjeu important, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, pour donc, une Afrique prospère et une Afrique souveraine, nous avons besoin d'une Afrique en meilleure santé. Et cela passe par donc, le leadership des pays d'abord, avant même de parler de l'OMS. Et le rôle de l'OMS en tant que chef de file de la santé dans le monde, c'est de travailler avec les pays africains pour nous assurer que les priorités sont bien identifiées, les financements sont bien orientés et que ces financements arrivent jusqu'aux populations, que la gouvernance sanitaire est améliorée au niveau des pays, mais aussi au niveau de la région, pour avoir un impact durable et pour nous assurer qu'une population en bonne santé peut contribuer largement au progrès économique de l'Afrique. Un message aujourd'hui pour la jeunesse sénégalaise et en Afrique en général, toujours pour vous prendre en exemple, puisque je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes un pur produit de l'école sénégalaise, vous avez fait vos études au Sénégal jusqu'à être médecin. Quel message vous pouvez lancer aujourd'hui à cette jeunesse qui vous regarde? C'est un point très important, d'autant plus que la jeunesse, la population africaine est un atout majeur et nous devons utiliser cet atout comme une opportunité pour une meilleure santé en Afrique. Et je reçois beaucoup de jeunes Africains là où je suis à Genève, mais aussi quand je fais des interventions dans des universités, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et souvent, ils me posent cette question. Et je leur dis qu'il y a des éléments importants. J'ai même une présentation où je parle des 9 C, mais je ne vais pas aller sur le détail des 9 C. Je commence par leur dire le premier C, c'est la connaissance. La connaissance, c'est vraiment le béaba, le prérequis. Et tout le monde qui arrive au niveau international doit avoir ce prérequis. Maintenant, la connaissance elle-même doit être claire. La connaissance est différente de l'information. La connaissance, c'est vraiment étudier les choses et pouvoir les utiliser pour prendre des décisions et changer des situations. Et je parle de la compétence au-delà de la connaissance. Parce que pour avoir cette compétence, il faut être exposé, être éprouvé, être dans des situations difficiles et pouvoir utiliser donc les connaissances acquises pour changer les situations. Et je le dis, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est le courage, c'est l'autre. Sans courage, on ne peut rien faire donc, dans un monde en perpétuel changement. Et ce courage qui permet donc, de se fixer des défis, d'aller donc, vers ces défis, de pouvoir les résoudre. Mais le courage aussi, c'est de pouvoir reconnaître ses erreurs quand on fait des erreurs. Et la confiance en soi, elle est essentielle. Vous savez, en tant que militaire, ça, le courage et la confiance en soi, c'est le minimum, sinon on ne peut pas être militaire. Et ces aspects ont été des atouts pour moi, donc pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais il y a d'autres aspects importants tels que la compassion. On se retrouve en face de populations très diminuées, désespérées. Et sans compassion, on ne travaille pas avec le cœur que l'autre sait, on ne peut pas aider ces populations parce qu'on doit les respecter et respecter leur dignité. Donc, c'est beaucoup d'investissement personnel pour arriver à ce niveau. Mais c'est possible. Et je l'ai vu en travaillant avec des jeunes Africains, par exemple ceux que nous avions recrutés en Guinée lors de l'épidémie d'Ebola. En 10 ans, des jeunes médecins qui venaient de sortir d'université sont devenus des experts internationaux, recrutés partout dans le monde, parce qu'ils y ont cru et nous les avons encadrés pour y arriver. Donc tout le monde dans son domaine doit pouvoir y arriver, il n'y a pas de limite. Merci beaucoup, Ibrahima Sosséfal. Vous êtes un médecin colonel, épidémiologiste. Vous êtes directeur général de l'OMS en charge de la réponse. Vous êtes plutôt directeur programme mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées. Vous avez fait un très long parcours, vous l'avez dit vous-même, 20 ans au sein de l'OMS. Aujourd'hui, vous êtes candidat pour le poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Merci de votre présence ici sur ce plateau ce soir. Merci également à chers téléspectateurs de votre présence ici, d'avoir suivi cette émission Parlons Santé. Excellente suite de programmes sur la RTS.